Bonjour et bienvenue dans ce 114e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 20 novembre 2025. Je suis Adrien Clairbois. Et je suis tout seul. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez été nombreux à poser les questions sur oui, mais au DFD, il y a Denis et Mister Blazor qui viennent faire une présentation sur Blazor.NET 10, toutes les nouveautés, blablabla. On s'est dit, bon, ok, pas de problème, on va sauter sur l'occasion et je suis quand même accompagné de Denis. Bonjour Denis. Hello, ça va bien? Et Mister Blazor. Bonjour Mister Hello, Blazor. Mister Blazor, ça va? Mr. Blaze, Mister hein. Blazor Ça va. 10. Aujourd'hui, c'est Mister Mister Blazor Blazor .NET 10. 10. Il faut être Ah ouais, précis. il y a une mise à jour en fait. Ah ouais. Il y a une Ouais. évolution du nombre. Ouais. Voilà, ça c'est Ouais. réglé. Bon, comment allez-vous messieurs? Eh ben, toujours bien, hein. Quand on va parler de Blazor et de .NET, on ne peut être que bien. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Ouais, hein. Et donc, comme je l'ai dit en intro, pas mal de gens étaient déçus de ne pas être venus au DFD. C'est un tort pour eux, Ouais. parce qu'on les attend l'année prochaine au DFD, naturellement, pour venir suivre .NET 11, Blazor.NET 11, au minimum. Ça Ouais, devient un peu... je comprends pas ça. Comment se fait-il que des gens n'ont pas pu venir au DFD à Mons, en Belgique? La seule excuse que je peux comprendre, c'est qu'ils soient très loin. C'est vrai. Et Mais, encore, et on se encore. déplace. C'est Oui, minimum. voilà. Voilà. Mais bon, comme on est sympa, Voilà. on organise un épisode aujourd'hui pour pouvoir refaire une partie. Combien il y avait de sessions? 40? Donc un 40e de 40 session. questions. Ouais. Donc un 40e du DFD aujourd'hui. Et si je ne m'abuse, on a quand même demandé à certains speakers de revenir nous présenter un petit peu ce qu'ils ont présenté lors du Ouais. DFD. On va Ça va prendre les arriver dans les... meilleurs. Voilà. Ouais, on va pas dire que les meilleurs, parce que sinon il y en a qui vont être frustrés ou choqués. J'en connais un qui Ah veut ben, venir et ça on va être va compliqué voir s'il n'y a pas. qui écoute le podcast justement. Que les Voilà. meilleurs. C'est que les meilleurs qui viendront et que les meilleurs qui écoutent. Donc ceux qui n'écoutent pas, mais ils ne sont pas les meilleurs. Voilà. Problème réglé. Et donc voilà. Messieurs, Denis, la scène est à Ouais. toi. Bon, c'est Christophe qui commence, non? Vas-y Christophe. Bah oui, donc en fait, avec .NET 10 qui est sorti la semaine dernière, forcément, dans le lot de .NET, il y a la partie de Blazor. Vous savez, le truc qui a évolué à la suite d'ASP.NET Core. Ah, j'aime bien le dire, mais c'est comme ça. Alors, Denis, tu avais insisté quand même pour qu'on fasse un petit récapitulatif sur Blazor, en tout cas sur les architectures, parce que ce qui est vrai, ce qui est nouveau dans Blazor, c'est que on peut avoir plusieurs façons de programmer. Voilà. Alors, ok, c'est mon écran. Donc en fait, Blazor, si on peut le résumer, c'est une interaction qui va être fluide entre le C# et le HTML. Et quand je fais même des formations en Blazor, maintenant je dis aux développeurs, et ça sera encore plus vrai avec .NET 10, c'est que un développeur C# avec Blazor, il devient vraiment un développeur web, mais à fond. Et il y a plusieurs façons de faire en fait avec Blazor. C'est-à-dire qu'il y a une palette de possibilités. Toute l'architecture, elle peut être faite en serveur, en WebAssembly, et on va voir ça. La première étant, Denis, en fait, vas-y, on va se partager un peu cette partie-là. Ouais. J'ai mis ma casquette Blazor Fluent UI comme ça. Fluent, spécificité de Fluent. Voilà. Donc en fait, au niveau de l'architecture, ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs modes dans Blazor. Pour ceux qui travaillent avec Blazor, vous le savez déjà depuis un petit temps. On a le mode serveur. Donc en mode serveur, j'ai envie de dire, c'est un mode un peu traditionnel. Donc toute l'exécution du code se trouve sur le serveur, est exécutée sur le serveur. Et c'est le mode principal dans lequel on va communiquer entre le serveur et le client par ce qu'on appelle un WebSocket. Ici, plus techniquement, c'est un protocole utilisé, c'est une bibliothèque utilisée par Microsoft qui s'appelle Signalair, qui utilise du WebSocket. Donc, c'est-à-dire, le client va par exemple cliquer sur un bouton, l'information va être envoyée au serveur en disant « Tiens, on vient de cliquer sur ce bouton en utilisant ce fameux WebSocket ». Le serveur, lui, il va régénérer le contenu de la page HTML et il va envoyer uniquement la différence, donc uniquement la partie du DOM, le petit div éventuellement, avec le petit compteur qui a été incrémenté. On va envoyer uniquement cette information au client pour pouvoir rafraîchir la page. Ça, c'est le premier mode.
Ouais. C'est le côté technique parce qu'on ne se préoccupe pas obligatoirement de signalaire WebSocket. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Tout cet aspect-là est complètement transparent. Ou Le alors on deuxième, peut choisir le mode WebAssembly. Pardon? voilà. On peut Vas-y. choisir le mode WebAssembly où en fait tout le calcul il va se faire côté navigateur. C'est-à-dire que notre application C#, elle va être une première fois téléchargée dans le navigateur, dans le moteur WebAssembly, Ouais. et après, on va être autonome, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin du serveur. Donc toute la puissance, c'est l'utilisateur qui va la générer. Et Comme ça, notons dans que c'est JavaScript, d'ailleurs, quoi. c'est ça, et notons que c'est d'ailleurs de là qu'est partie l'idée du projet de Blazor, c'est quand la Ouais. WebAssembly est sortie et que Mono fonctionnait à l'intérieur. Et comme on a un peu plus de temps ici, une remarque aussi, on nous fait souvent la remarque en disant ouais, mais WebAssembly, ceux qui ont connu avant Silverlight, Flash et des choses comme ça, en gros, c'est une nouvelle version, c'est la même chose, ça tiendra pas, ça marchera pas. Une des grosses différences du WebAssembly à noter, c'est que c'est standardisé W3C, au même titre que l'HTML, que le JavaScript, etc. Donc c'est pas une techno Microsoft. Microsoft compile dans ce fameux langage, entre guillemets, ce fameux code intermédiaire, si on peut l'appeler comme ça, le langage pseudocode qu'est le WebAssembly, mais c'est standardisé, donc Microsoft ne peut pas faire ce qu'il veut et n'importe qui peut développer des compilateurs pour générer du WebAssembly. Ce que d'autres sociétés font également d'ailleurs. Et ben, le dernier mode, c'est le mode Static Server-Side Rendering. Là, dans ce mode-là, l'idée, c'est de générer une seule fois, on va dire, le contenu de la page en mode statique, donc sur le serveur, et d'envoyer en protocole HTTP, donc plus besoin de WebSocket, envoyer à ce moment-là le résultat de la page sur le client pour pouvoir l'afficher à l'utilisateur. Alors, on perd l'aspect interactivité, puisqu'il n'y a plus de WebSocket, évidemment, qui communique entre les deux. Mais pour certains types de sites, je pense des sites de présentation, des sites de présentation de société, etc., ça peut évidemment être très pratique. Surtout que Microsoft a bien fait les choses dans ce cadre-là. On peut éventuellement, dans un des modules, venir combiner une autre techno. Donc, on pourrait très bien dire, ben, par exemple, sur l'illustration qu'on voit ici, là, le petit carré avec la petite zone qui doit uniquement être interactive, on va, elle, venir la faire en WebAssembly et là, utiliser ben, ce mode de rendu, alors que tout le reste est en pur statique, quoi. Alors J'ai ce une qui est question. formidable, c'est... Je me permets, les gars, je suis un peu le demi de l'histoire. Avec plaisir. Dans quel cas on utiliserait quoi en fait? Alors, d'abord, le dernier cas, ça va être tout ce qui va être blog. En fait, l'idée, c'est que on veut faire du friendly SEO, c'est-à-dire les deux premiers, on va au niveau SEO, le maître Google, il dirait ah non, c'est un peu trop lent ton truc, j'aime pas, gna gna gna. Le static server rendering, c'est vraiment ce qui existe depuis le début d'Internet, c'est que ça va communiquer par HTTP et rendre du HTML. En plus, là, on va utiliser nos compétences C# parce que moi, faire ce que le dernier mode en static server rendering, je saurais le faire en PHP, je saurais le faire en HTML et en JS de manière traditionnelle. Mais là, en plus, on utilise nos compétences Blazor. D'ailleurs, ça veut dire que même si je veux faire des formulaires avec mes compétences Blazor, avec Edit Form, et ça va fonctionner. Je peux même mélanger les deux. Je peux même utiliser un form normal, un Edit Form, etc. J'utilise vraiment mes compétences pour faire un site web traditionnel. Mais alors, ce qui est assez intéressant dans le dernier rendu, pour des sites traditionnels, dans ce cas-là, ça va être de se dire, pardon, je perds mon idée. Qu'est-ce que j'allais vous dire comme connerie à ce niveau-là? C'est comme une SPA. C'est-à-dire que le rendu, si je vais faire un site PHP par exemple, et que je change de page, c'est toute la page qui rechange, en fait, le id, le body, etc. Là, en fait, c'est quand même un peu plus puissant, hein. C'est traditionnel, mais ça va être que les composants qui vont se rafraîchir. C'est super balèze. C'est comme, sans vouloir faire de pub, Canada Dry, quoi. Ça ressemble à une SPA, mais ça ne l'est pas. Les deux premiers, en fait, WebAssembly, ils sont vraiment pas copains avec un site grand public, puisque le WebAssembly, lui, l'idée, c'est qu'on va l'utiliser quand entre B2B, c'est-à-dire mon client, il va accepter d'avoir ce chargement départ. C'est rapide et Denis va le montrer après, c'est que depuis 6 ans que Blazor existe, ils n'ont cessé d'améliorer cette compression, le fait d'envoyer dans la WebAssembly les datas, et c'est plus performant. Et on pourrait même aller plus loin en décomposant notre projet WebAssembly en plusieurs projets et utiliser les lazy loading, c'est-à-dire que je vais charger au fur et à mesure que j'ai besoin mes DLL ou pas dans l'application. Le premier, et en fait, c'est pas gourmand. Le serveur, il nous coûte que dalle au niveau WebAssembly, ça vaut chargement. Et le tout premier, le serveur, bah là, je dirais, c'est ce que tout le monde a connu avec ASP, par exemple.
c'est notre serveur et notre navigateur est juste qu'un écran. Donc Ouais, là, en fait, sauf qu'on ne s'occupe plus de l'aspect communication. Les WebSockets, ça nous simplifie. Enfin, c'est magique derrière, c'est transparent. Alors, je disais, on appuie sur un bouton côté client, c'est le côté serveur qu'on a l'événement qui se déclenche. Donc, et on ne se préoccupe même pas comment cette information est passée d'un client au serveur. Ça se fait tout seul, quoi. Et on en a discuté au DevD, c'est qu'il y a des développeurs en fait ASP.NET et ils se posaient la question mais pourquoi j'ai pas utilisé Blazor en fait? Et effectivement, un développeur ASP ne va pas trop être perdu. Il n'y a qu'une petite partie de la stack de Blazor qui est particulière à comprendre. Oui, effectivement, différentes architectures possibles, mais c'est une belle évolution au niveau UX. Il n'y a pas ces petits flashs quand tu modifies un composant. Tu n'as pas besoin de faire pour faire un on-click. Tu vas pas créer toi-même ton code de JS pour faire ça, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est pas fini au niveau des architectures. Pardon? On a passé 20 minutes juste pour 3 slides. Faudrait peut-être qu'on avance un peu. On s'en fout, on a le temps. On est chez nous. Et enfin, il y a le mode. Alors, pour compléter en fait la suite de Static Server Rendering, il y a le auto mode. Et ça, c'est assez génial puisque là, on va mixer toutes nos compétences dans les 3 domaines précédents. C'est qu'on va imaginer votre page, elle va démarrer extrêmement vite en statique. Elle va être légère, elle va être rapide. Et en fait, on va pouvoir mettre l'interactivité d'abord là où on a envie. Mais l'automode, c'est qu'il va dire tiens, je vais tout de suite te rendre ta page qui est interactive en serveur, donc ça va être très rapide. Et en fait, au fur et à mesure, en arrière-plan, il va charger tout ce qu'il faut en WebAssembly pour qu'à la prochaine utilisation de la page, elle passe en mode WebAssembly. C'est-à-dire que je vais quitter la page, je reviens dessus. Là, je vais consommer mon navigateur, mes propres ressources, parce que je serai dans mon navigateur au niveau de la WebAssembly. Alors là, il faut vraiment avoir acquiert, ça se dit ça, les compétences serveur, mais surtout les compétences WebAssembly. C'est-à-dire qu'attention, je suis sur une île déserte et j'ai pris tout ce qu'il fallait auparavant pour travailler. Et je ne suis pas directement sur mon serveur. Donc, c'est un choix qui va être très intelligent et c'est économe en ressources. Ouais. Et on peut aller encore plus loin. On peut aller plus loin dans le sens où si on a envie de faire des applications pour d'autres types, ce qu'on fait maintenant quasiment tout le temps, des applications pour mobile ou des applications pour desktop, on peut travailler dans le mode hybride où là, on va prendre les composants Blazor pour les rendre et les embarquer en quelque sorte dans du contenu WPF, dans du contenu WinForms ou dans une WebView. Donc vraiment rendre des composants natifs sur certaines parties de l'application pour tirer parti complètement de la plateforme du mobile ou bien du desktop si on a envie. Donc on est vraiment dans du fonctionnement à ce moment-là qui est cross-platform, tout en restant dans l'âme de Blazor et dans l'ADN de Blazor avec les mêmes composants. À noter que tout ce qu'on a montré précédemment dans les différents modes, y compris celui-ci, donc mode serveur, Blazor, WebAssembly, etc., c'est toujours la même manière de développer. Il ne faut pas l'imaginer différemment au départ. On va toujours travailler avec les mêmes composants, la même manière de faire. Évidemment, si on est en mode serveur ou on a une communication client-serveur, certaines fonctionnalités d'accès à la base de données, par exemple, vont être différentes que si on travaille avec un mode WebAssembly. Mais l'aspect génération et rendu, il n'y a aucune différence par rapport à ça. Et on peut encore aller plus loin, Christophe, sur le mode des applications. Ouais, on va pas obliger les web componentes. Plutôt avec Freelance Blazor, forcément, tu travailles avec ça. Tu utilises un résultat de web component, c'est qu'on va imaginer transformer nos composants Blazor en éléments HTML standard. Et ça, c'est fort parce qu'on va pouvoir donner des composants à une autre équipe qui travaillerait sur quelque chose, sur du Vue, même du PHP. Je l'ai mis en haut à droite, mais ça existe toujours, c'est très bien. De l'Angular, etc. C'est-à-dire qu'on va prendre notre compétence Blazor, notre composant, il va créer et on va le transformer en élément HTML et on va donner ça à machin. Bon, derrière, en fait, il utilise la WebAssembly pour travailler comme ça. Et toi, Freelance Blazor, c'est exactement ce qui se passe. Tu utilises des web components. On utilise des web components. On a développé aussi des HTML web components. Donc, c'est vraiment un composant complet, accessible via une simple balise. Dans ce cas-ci, c'est FluentUI-quelque chose, -button, par exemple. Et derrière, il y a tout le fonctionnement de l'élément. Et donc là, on peut faire la même chose, comme tu le dis, créer un composant complexe Blazor et puis juste le rendre accessible à l'extérieur avec une simple balise HTML. Et donc utilisable. On regarde comment ça se passe en fait en vitesse, les principales architectures. Donc, là, c'est le premier mode. Là, on est en mode serveur. Et donc, on le voit, quand je clique sur le bouton, j'ai simplement un WebSocket qui est en permanent ouvert entre mon client et mon serveur.
Et quand je déconnecte, si je me mets en mode offline, ben évidemment, je perds la connexion. Donc, j'ai un pop-up simplement qui me dit attention, il va falloir rejoindre le serveur dans quelques secondes. Donc, on a vraiment cette connexion permanente et c'est juste ce petite ligne-là, ce underscore Blazor avec les différents messages qui vont transiter entre le client et le serveur qui vont faire cet aspect dynamique du site web. Ensuite, on a l'autre mode qui est le mode, on l'a vu, Blazor WebAssembly. Là, si je rafraîchis ma page, j'ai tous les composants, donc toutes les DLL avec une extension WASM qui apparaissent. L'avantage, c'est que je peux être en mode offline et je peux continuer à cliquer sur mon composant. Ben, tout fonctionne puisque je suis vraiment côté client uniquement et j'ai plus cette communication avec le serveur. Donc, je peux être entièrement offline, ce qui peut être intéressant, notamment pour des développements d'applications mobiles, comme on l'a vu, intégré dans des WebView, des WPF ou du MAUI. C'est la possibilité d'intégrer ces composants et d'être en offline dans mon téléphone, dans mon mobile, sans aucun problème aussi. Toujours prévoir l'aspect reconnexion par après, quoi. Et le dernier mode, là, c'est le static rendering. Donc, si je rafraîchis ma page, j'ai simplement un contenu HTML qui est envoyé. J'ai pas de connexion ouverte, mais je peux passer d'une page à l'autre et j'ai mon fonctionnement classique. Si je suis sur ma page compteur ou ma page météo ici, ben, j'ai ma page compteur qui est téléchargée, puis ensuite j'ai ma page météo qui se retrouve affichée à l'écran. Donc, c'est un mode tout à fait classique comme on le développait au préalable en PHP, en tout ce que vous voulez comme langage précédent, PHP, ASP.NET, etc. quoi. Voilà, voilà. Juste une Ensuite, question, Christophe. Denis. J'ai vu que tu avais un petit QR code sur tes slides précédents, ça représentait quoi? Ça permet d'accéder aux différents renderings qu'on vient de présenter, donc les différents modes qui sont là. C'est un blog où j'ai montré un peu les différents modes de rendering qui étaient dispo. Donc vous pouvez scanner le QR code et vous aurez tout ça. Ou vous allez sur mon blog desvoituron.com et vous retrouverez l'article sans problème aussi sur le rendering. Christophe. Non, c'est toi. C'est moi ça? Ouais, je préfère. Ah ouais, ok. Bon, alors Marquez-les. j'explique. Donc, on peut aussi se préciser que Blazor va pouvoir devenir une ressource statique maintenant, ce qui n'était pas le cas au préalable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Juste en rajoutant un petit mot-clé asset, crochet et puis le nom de la ressource, automatiquement, le compilateur, lorsqu'il va publier notre site, va venir rajouter lui-même un hashcode, donc le hashcode du fichier en question. Donc, c'est-à-dire qu'uniquement lorsque le fichier sera modifié, on va venir rajouter cette information à l'intérieur de notre page HTML, ce qui évite d'avoir du chargement du contenu cache en local. Donc, par exemple, ici, avant .NET 10, donc en .NET 8, 9 et précédent, on n'avait qu'un seul fichier Blazor WebJS qui était intégré à ASP.NET Core et qui faisait en gros tout le traitement de .NET. S'il y avait une modification à l'intérieur de ce fichier-là, ben, le fichier devait être téléchargé. On va le voir après, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de mise en cache prédéfinie, on était en no cache. Alors qu'à partir de .NET 10, on va se retrouver avec ces fameux hashcodes qui vont être automatiquement intégrés dans le nom du fichier, ce qui permet d'abord d'avoir un fingerprint, comme je viens de le dire, donc le hashcode ajouté au fichier, d'avoir une taille réduite. Donc Microsoft a eu des gains de performance sur ce fichier d'environ 75-75%, et d'avoir un résultat du coup forcément qui est plus rapide en termes de téléchargement et d'expérience utilisateur. Donc c'est beaucoup plus simple. On le voit par exemple là, avant .NET 10, en 9, on avait un cache content qui est mis à no cache, puisqu'on devait retélécharger à chaque fois ce fichier-là, puisqu'on n'était pas censé savoir si le fichier avait été changé ou pas. Même chose pour les autres. On pouvait nos propres images, nos propres documents, nos propres JavaScript, on devait à ce moment-là pouvoir les gérer de la même manière aussi. Et on pouvait le gérer manuellement avec cache ou pas cache si on voulait. Et maintenant, en .NET 10, il n'y a plus besoin de s'occuper de tout ça. En .NET 10, on se retrouve d'office maintenant avec une compression d'abord en mode debug en gzip et nos caches évidemment en debug, c'est plus simple d'avoir toujours la dernière version. Mais lorsqu'on est déployé, on a une mise en cache maximum, on a automatiquement un coding en Brotli et on a d'office ce fameux hashcode qui est par exemple là blazorweb.4n3, etc., qui va être représenté notre fichier à télécharger. Donc, dès que le contenu change, le hashcode modifie et donc automatiquement, forcément, c'est une nouvelle version qui est téléchargée. Ça permet ainsi d'avoir des gains de performance. Bon, on va pas s'attarder sur ce slide, mais globalement, on va à peu près avoir 80% de performance améliorée lorsqu'on va faire du téléchargement avec .NET 10. Donc, des fichiers beaucoup plus petits au niveau de ce fameux fichier Blazor Server. C'est toujours intéressant à avoir. Ouais, voilà, ça n'a pas empiré, quoi, au contraire. Ça n'a pas empiré, même si c'est ça va toujours dans le bon sens. Au contraire, c'est dans le bon sens, oui. Ouais.
Et maintenant, si on veut se reconnecter, puisqu'on a montré quand on perd la connexion en WebSocket, on a un petit écran qui nous dit attention, vous allez devoir être reconnecté. Comment on fait maintenant? Ouais, bah alors en fait, rappelez-vous, en .NET 9, ils ont clairement amélioré, on en avait déjà discuté, ce rendu à gauche, là, dès qu'on se connectait, qu'on a montré, que tu as vu, on a vu tout de suite dans ta vidéo sur Blazor Server, dès qu'on coupe le serveur, on coupe les câbles, eh bien en fait, plus de connexion. Et donc, ils nous avaient fait un super truc qui marchait extrêmement bien, puisque c'était ce qu'ils appelaient le système qu'ils utilisaient. En fait, dès le départ des coupures, il va tenter plein de fois rapidement, et puis au fur et à mesure qu'il n'y a pas de connexion, il va ralentir ses tentatives de connexion. Franchement, ça fonctionne trop bien. Seul problème, c'est que c'était intégré au framework et on n'avait pas la main. Alors bon, voilà, ils ont eu la bonne idée, enfin en .NET 10, de l'externaliser du framework et nous avons maintenant un composant autonome. Alors il s'appelle Reconnect Modal, peu importe son nom puisqu'on peut le changer, le renommer. Et il y a toute la mécanique intérieure, il y a tout le HTML nécessaire et il a aussi son propre script JS parce que oui, on n'est plus connecté. Donc ça va être lui de côté JS à tenter de se reconnecter vers le serveur. Donc là, c'est une animation que j'ai faite. On a vraiment, quand on fait une nouvelle application Blazor, on a vraiment ce rendu-là. Là, c'est parce que je me suis amusé pour montrer qu'on peut le personnaliser à fond, l'internationaliser, ça se dit ça Donc comme on veut. Et alors, du coup, c'est en JS. On n'est pas connecté, donc si vous tentez du code Razor, ça marchera pas. Donc en fait, on va avoir ce petit bout-là qui existe, donc à remettre dans les nouveaux projets qui passeront en .NET 10. Et ouais, il faut les remettre parce que le framework ne connaîtra pas le système de reconnexion. C'est vraiment important. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un break change? Je sais pas, mais on limite. Et du coup, dans le body, on rajoute notre propre nom de notre composant parce qu'il a toute la mécanique nécessaire. Alors là, j'ai mis un hashcode parce que l'animation juste avant, je l'explique. Comment s'amuser à personnaliser tout ça et l'internationaliser en JS. Mais c'est très facile. Restons dans la navigation et parlons de Navlink. Navlink, alors, vous le connaissez tous, ou si vous avez déjà vu des templates Blazor fonctionner sans forcément vous y intéresser, ce qui serait déjà une première lacune. On va parler de Navlink. Alors Navlink, en fait, d'abord, c'est le truc qui est à gauche, là, c'est ici derrière, ça va être des composants qui vont nous permettre de naviguer à l'intérieur de notre application. Et il y a toujours cet attribut match. Alors quand on a le Navlink match all, ça signifie que Blazor, il va activer ou pas ce style. Vous voyez ce style, cette boîte avec les bords arrondis, avec un bord blanc. C'est un style CSS actif pour dire que ce lien-là est actif, donc on le voit nous visuellement. Et il va l'activer à la condition que l'URL corresponde strictement à ce qui est noté dans href. Ici, on n'est sur rien. Quand je suis sur la page devd.be, tout simplement, eh bien, j'active le style actif qui est défini pour ce truc-là. Si je mets en fait Angular, React, effectivement, ça marchera pas, ça va pas matcher. On a l'autre choix qui serait le mode préfixe, c'est-à-dire que tout ce qui va correspondre avec le préfixe counter, ça sera actif. Ça veut dire que si je mets counter /2 / etc., eh bien ça va correspondre en fait à ça. Alors voilà, il faut comprendre ça parce que il va y avoir une amélioration du comportement avec .NET 10. C'est-à-dire que là, regardez, je suis en Blazor .NET 9. Je rajoute un query et paf! Et en fait, on perdait. C'était un peu con, il était tellement strict qu'une fois l'URL avait changé, petit oubli dans le développement, c'est qu'on n'a pas pensé que si on met un query, ce qui est assez classique quand on va utiliser des grilles avec des filtres, eh bien, c'était mort, on perdait le truc. Changement de comportement avec .NET 10, le même code. Si je rajoute ici, moi, mon petit myQuery, eh bien, je garde mon composant actif. C'est pas grand-chose, mais c'est une amélioration du comportement. Mais la nouveauté, elle n'est pas là. C'est-à-dire que maintenant, au niveau de notre interface Navigation Manager, on a quelque chose qui s'appelle Should Match. Ça veut dire qu'on va pouvoir nous-mêmes améliorer la logique de Blazor, c'est-à-dire l'enrichir ou changer carrément. C'est-à-dire ici, dans ce code-là, si je crée moi-même un composant custom Navlink, qui forcément dépend de Navlink, eh bien, should match, je vais le surcharger, je ne sais pas comment on peut dire, comment on dit en français. Bon, bref, vous avez compris. Eh bien, en fait, je peux soit garder sa propre... Pardon ? Tu surcharges la méthode, c'est juste. Ouais, mais c'est ça se dit. Donc, soit je vais récupérer...
Voilà, l'override. Ouais. Soit je vais garder sa logique métier et la compléter, c'est-à-dire que je vais regarder s'il y a le mot Blazor, ou moi non, là j'ai tout désactivé, regardez, je vais simplement dire, écoute, si tu vois le mot Blazor dans l'URL, tu t'actives, basta. Je ne vais pas demander plus loin. Alors, à l'utilisation, c'est-à-dire que là, regardez, en bas j'ai le truc traditionnel, moi j'ai pris maintenant au-dessus mon custom, c'est-à-dire que c'est celui du mieux, c'est mon custom, il ne va pas aller, sauf si je rajoute le mot Blazor dans mon URL. Voilà. Donc ça maintenant, c'est une petite nouveauté à ce niveau-là, ça ne mange pas de pain. Et donc voilà. On va rester dans la navigation au niveau de Navigation To. Alors là, c'est un changement de comportement, vraiment. Alors, pour vous montrer ce qui change, je vais aller dans Weather.Razor, le composant du template de base, et je vais rajouter un bouton. Et mon bouton, je vais simplement lui dire, tu m'appliques un filtre. C'est-à-dire que je vais naviguer vers ma propre page en lui disant, tu vas m'ajouter un query, search, qui aura la valeur de test. Voilà ce que fait ce bouton-là. Et ce composant, cette page Weather, je vais l'utiliser en tant que composant, parce qu'on peut le faire, c'est un système de... on peut imbriquer les composants entre eux. Et je m'en vais sur ma page principale, home.razor, et je rajoute mon composant. En fait, c'est juste pour avoir plus de contenu. C'est que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en .NET 9 ? En .NET 9, donc là, je vais cliquer sur App, et boum. En fait, je repars tout en haut de la page, et en plus, on l'a vu, on perd notre active, notre CSS actif. Changement de comportement, la même chose en .NET 10. Move, voilà, je clique et pouf, je ne vois plus tout en haut de la page. Vous voyez, je suis resté à l'état de ma page et je n'ai pas perdu d'ailleurs mon home, mon CSS actif sur home. Alors voilà, ça vraiment, ça change au niveau du comportement. J'en connais qui dit ouais, mais avant j'aimais bien parce que dès que je mets des nouveaux fils, je mets... là on va utiliser un petit JS qui serait Windows 9.2, je ne sais plus quoi, scroll tout. Mais bon, voilà, ça c'est capital, on ne peut rien y changer. Moi je trouve ça bien. Ah, le diagnostic. Alors, je vais juste mettre mon écran comme ça, j'ai une vidéo et je vais pouvoir jouer avec, ça sera plus facile. Voilà, c'est le même écran. Donc, diagnostic, ça c'est une nouveauté qu'on a maintenant au niveau de .NET 10. C'est avoir la possibilité ici, soit en mode Blazor Server, on va commencer par ça et puis on verra le mode WebAssembly, de venir ajouter des métriques et des traces supplémentaires à l'intérieur de notre application. Évidemment, ça va servir, souvent c'est quand on a des applications déployées mais avec beaucoup d'utilisateurs ou des grosses applications, on va avoir des informations sur où ça va, qui va cliquer sur telle partie, qui va faire tel traitement, etc. Voire faire du débugage, par exemple, et avoir du débugage, mais des informations qui sont présentes sur les applications déployées. Et donc, on a maintenant plusieurs métriques, dont certains, j'en ai mis ici uniquement que 3. Il y en a toute une série qui sont nouvelles et qui sont disponibles sur l'adresse que je renseigne ici, donc sur le site learnmicrosoft.com. Donc, on a par exemple Microsoft ASP.NET Core Component, on a le Component Server Circuit et le Component Lifecycle. Donc, le premier va nous permettre d'avoir des informations sur le rendu des composants, donc le nombre de composants générés, le temps de rendu par exemple, alors que le deuxième, le circuit, va lui donner des informations vraiment sur le WebSocket, sur le signalaire. Donc, le nombre de WebSockets ouverts, les interruptions, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Et le dernier, le Lifecycle, lui, c'est tout ce qui est rendu, on init, on render, qui vont permettre d'avoir des informations sur ça. Donc, voir quels sont les composants qui sont lents au niveau du rendu. Ensuite, on aura des traces, également disponibles pour le module Blazor Server. Les traces, ce sont les HTTP Client Instrumentation. Là, on va avoir toutes les requêtes HTTP sortantes. Encore une fois, la durée, le statut, est-ce qu'il y a des 404, est-ce qu'il y a des 500 et des choses comme ça. On aura les ASP.NET Core Components aussi pour avoir des informations sur le rendu des composants et le cycle de vie. Et Component Server Circuit, même chose, des traces supplémentaires sur les communications WebSocket. Si on met tout ça en ligne, ça va nous retrouver ici avec d'abord une configuration à devoir réaliser. C'est dans le programme.cs, on va faire appel ici à une méthode extension.cs où on vient rajouter des services. Add Open Telemetry, il y en a déjà une série qui sont disponibles. Et on vient rajouter les metteurs, par exemple, les télémétries supplémentaires, dont les 3 premiers pour les télémétries et les 2 suivantes pour les traces, comme je viens de les montrer. Alors moi, je vais utiliser ici le projet Aspire.
c'est un projet Aspire qui va nous permettre d'avoir accès directement à des graphes sur ces télémétries et sur ces informations. Donc, si j'exécute le projet de base d'Aspire, j'ai mon application web qui est disponible ici. Et si je vais chercher dans les différents éléments de métriques qui sont disponibles, je peux retrouver toutes celles dont je viens de parler, dont par exemple les aspects iSpanner Component Navigate. Et là, je vois le nombre de navigations qui sont effectuées à l'intérieur de mon application. Chaque fois que je change de page, j'ai un nombre de valeurs qui est incrémenté. Alors, je le vois ici sous forme de graphe à l'intérieur de mon écran, mais je peux évidemment les visualiser sous forme de table ou les récupérer dans d'autres applications. Là, c'est simplement utiliser Aspire comme dashboard pour me simplifier la vie dans ces visuels. Je peux voir évidemment tout ce qui concerne les circuits, donc les aspects de WebSocket. Si je duplique mon onglet, j'ai du coup 2 connexions qui sont établies vers mon serveur. Si je rajoute encore un onglet, j'en ai 3. Et donc, je vois ainsi le nombre de connexions qui sont réellement établies entre mon serveur et mon ou mes clients, s'ils sont sur plusieurs clients, plusieurs machines, évidemment. J'ai bien entendu des informations sur les exécutions, sur la durée. Donc, j'ai duration, j'ai connected avec les informations sur combien de temps ça prend pour pouvoir exécuter ces différentes communications entre le client et le serveur. Je peux retrouver bien entendu tous les détails sur les cycles de vie ici et j'ai, en passant la souris sur les différentes petites bulles, je vois le temps exécuté pour chacun des composants, par exemple là. Maintenant, je peux aller encore plus loin et je peux me retrouver avec d'autres informations plus liées là au WebAssembly où je vais pouvoir là retrouver des données un peu similaires mais liées à un WebAssembly. Donc forcément, je n'ai pas un serveur qui va pouvoir me donner ces informations en temps réel chaque fois que les utilisateurs vont naviguer. Par contre, je vais pouvoir utiliser tout ce qui est mode classique disponible dans le WebAssembly, donc c'est-à-dire dans le DevTool, dans le navigateur, pour pouvoir obtenir ces statistiques et ces performances. Alors vous voyez, la configuration est un peu différente. On doit simplement ici venir ajouter dans notre CSproj 3 ou 4 lignes WASM Profiler pour définir que travaille en mode browser, le native strip pour mettre ça à valeur faux pour éviter de bloquer tous les éléments, le debug symbol mis à vrai et le debug level qui peut être mis à 0 ou une valeur supérieure à 0 pour avoir d'autres informations complémentaires. Et une fois que j'ai mis tout ça, je peux réouvrir mon navigateur, demander de faire un enregistrement, je clique 3, 4, 5 fois sur mon bouton, et là, je me retrouve avec mon DevTool qui a un onglet performance dans Chrome ou dans Chromium, et donc je peux simplement venir voir tous les éléments par lesquels mon clic a fait ces enclenchements. Donc quand j'ai cliqué sur mon bouton, voilà tous les éléments et toutes les méthodes WebAssembly qui se sont exécutées derrière et que je vais pouvoir traiter en permanence. Si je veux, je peux également... Hop, là ça recommence. C'est la même vidéo. Voilà. Si je veux, je peux rajouter une information supplémentaire qui est le WASM Performance Instrumentation et je le mets ici à All. Et là, ça va me permettre de rajouter une commande supplémentaire ou enfin d'accéder à des commandes supplémentaires qui sont les commandes dans ce cas-ci de GlobalTIS qui me donne la référence à mon environnement .NET. .get.NET runtime de 0 et puis je fais un collect CPU sample ou un collect metrics ou un collect GC dump. Chaque fois, je spécifie la durée pour dire pendant combien de temps je vais demander de générer ou d'enregistrer en quelque sorte mes informations de statistiques et ensuite je vais pouvoir les analyser. Et donc, comment ça se passe ? Je vais pouvoir ici demander par exemple de faire un collect CPU sample pendant 5 secondes. Une fois que je l'ai lancé, j'ai 5 secondes pour cliquer sur mon bouton. Au bout de 5 secondes, j'ai d'office un fichier NetTrace qui est téléchargeable et je peux l'ouvrir instantanément à l'intérieur de Visual Studio et je peux voir tous les détails. Par où toutes mes opérations ont été enclenchées. Encore une fois ici, quand j'ai cliqué sur mon bouton, toutes les méthodes qui se sont exécutées, combien de temps elles ont pris pour s'exécuter. Et si j'ai mon PDB, donc en mode debug, mon fichier de code source, j'ai à ma disposition également toutes les informations sur le contenu des méthodes C# qui se sont exécutées derrière tout ça. Donc je peux avoir plein de détails et je peux du coup optimiser en regardant qu'est-ce qui prend du temps, pourquoi ça passe par là, pourquoi j'ai un plantage, etc. Je peux faire la même chose avec un collect GCDump. Là, la seule petite différence, c'est que le fichier NetTrace, je vais avoir une commande .NET GCDump pour le convertir dans un format GCDump nettement plus facile à utiliser et lisible par Visual Studio. Et donc, je peux réouvrir par de la même manière mon fichier GCDump et j'obtiens des informations un peu similaires sur l'état de ma mémoire. Et je peux donc voir un petit peu tout le fonctionnement et tout l'espace pris par mes composants en mémoire.
Et donc, je vois par exemple ici que mon compteur, il a 40 bytes en mémoire et je vois tout le détail avec, y compris ma méthode click ou ma méthode count qui a été utilisée et appelée évidemment par un JS runtime, donc par un code JavaScript. Donc, j'ai vraiment tout le détail sur tout le fonctionnement. Je peux maintenant avoir tout le détail sur le fonctionnement de mes composants directement à l'intérieur de ces éléments de télémétrie. En fait, c'est énorme. Et je trouve qu'il faut vraiment. Je trouve ça très compliqué. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, tant mieux, c'est ce qu'il fallait, mais à comprendre toute cette télémétrie possible, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on rentre dans un domaine entre guillemets, de précision avec effectivement toutes les informations. Donc, on l'utilise pas tous les jours au développement quotidien. Je pense pas qu'on va l'utiliser fréquemment. Mais si on se retrouve avec des problèmes sur un serveur et de savoir, tiens, comment ça se fait que tel composant prend autant de temps ou pourquoi les utilisateurs vont pas sur cette page-là pour telle ou telle raison. Si on va avoir des explications sur ça, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'informations, de dire, tiens, il est rentré, il a pris 10 secondes sur la méthode de rendering parce que dans le code, il a dû se connecter sur tel service et le service n'était pas accessible à ce moment-là. Je peux avoir ces informations et les traiter. Et avoir des statistiques éventuellement pour savoir si globalement c'est toujours le cas ou si ça peut changer, quoi. On l'avait avant, on devait se baser sur du contenu de télémétrie classique d'ASP.NET Core qui existait déjà, mais là on a vraiment des spécialisations sur les fonctionnalités de rendu de Blazor, quoi. Donc c'est intéressant. Yes. Alors, on va rester dans WebAssembly, tu y étais, et là, en fait, on va vraiment, alors quand on est maintenant développeur web, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire que là, c'est à fond, sauf que Blazor, il va vraiment nous aider. Alors, il y a des nouveautés maintenant pour les nouveaux projets que vous allez lancer ou que vous allez mettre à jour. Il faudra ajouter quelques petits trucs. Ça va être ces trois choses-là. Quand vous lancez un nouveau projet WebAssembly, on a ces trois lignes qui apparaissent au niveau de l'index.html et qui sont essentielles pour des projets web. Alors, le import math preloading et fingerprint. Alors, fingerprint, nous le connaissions déjà avec .NET Blazor Server, puisque depuis .NET 9, nous avions vu l'arrivée de ces petits H, mais ce n'était pas encore fait au niveau de la WebAssembly. Et donc, pour la WebAssembly, c'est un peu différent. Nous sommes dans une page .html. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir ajouter ce dièse entre crochets, fingerprint, etc. Alors, ces trois choses-là, ils sont orchestrés parce que dans CSProj, vous devez ajouter ce override HTML à cette placeholders, à trou. Et si vous ne le mettez pas, ça va forcément foirer. Petit détail, on ne peut pas à cet instant, et c'est compliqué, les équipes Blazor ont répondu au niveau de ma remarque que j'avais fait parce que je dis, tiens, ce fingerprint, nous ne pouvons pas le placer sur un CSS. Parce qu'en fait, le JS, ils savent dire, ouais, ton JS, il a changé. Vu qu'il a changé par rapport à la dernière fois, je suis capable de te mettre un petit H pour déterminer, mais ils ne sont pas capables de le faire pour un CSS. Ouais, c'est une petite complication. Ils n'ont pas dit qu'ils n'y arriveraient pas. Hein. Mais à l'heure actuelle, ils ont dit c'est chaud. Mais ils investissent, ils cherchent. Impormat, la suite. Alors, l'impormat, d'abord, ça va nous permettre de centraliser tous nos chemins pour nos fichiers JS, nos modules JS. Et en fait, on va aussi sécuriser nos fichiers JS. Alors, typiquement, à quoi ça ressemble? Regardez, ça va être plus simple. C'est qu'en haut, avant une build, vous avez ces deux fichiers là-haut. Et automatiquement, Blazor, pour vous, il va s'occuper lui-même de faire le petit H au niveau... Je vais mettre mon petit laser, c'est bien, mon petit laser. Mon petit H ici, en fait, il va pour s'assurer que notre fichier qui est déployé est le même qui avait été lors de la build, c'est-à-dire pour vérifier son intégrité. Donc, il ajoute un petit script comme ça. Ça va aussi faire la liaison entre les fichiers, les noms réels et les noms physiques et les noms réels. Ceux qui ont le petit H ici, vous voyez le 3 RB du machin qui va être ajouté comme ça. Et pareil, on voit que notre fichier script, il y a ce petit H qui est mis automatiquement. Et qu'est-ce qu'il en est du preloading? Alors, le preloading, auparavant, ce qui se passait dans un site traditionnel, là, je ne suis pas spécifique à Blazor, quand on n'a pas de preloading, quand on charge une page, eh bien, votre navigateur, il va parser le HTML et dès qu'il voit un script arriver dans sa suite logique, il va le lire et l'exécuter et il va continuer à parser le HTML. En fait, c'est synchrone et c'est bloquant suivant le volume de script que vous avez. Et en plus, il les exécute.
quand on va utiliser un préloading, là, c'est super génial. C'est-à-dire que pendant le parsing HTML, eh bien, il va y avoir un préchargement. En gros, c'est une méthode proactive au niveau d'un site web. C'est-à-dire qu'on va dire au navigateur, hey, ces trucs-là, tu vas en avoir besoin, tu les charges tout de suite. Je t'ai pas demandé de les exécuter. Tu les charges en cache. Et en fait, au moment où on va en avoir besoin, il va les exécuter. OK? Donc ça, on n'a rien à faire, nous. Hein. Tout ça, il suffit qu'on mette nos fichiers et il s'en occupe tout seul. Typiquement, à quoi ça ressemble? Eh bien, en fait, regardez, en fait, quand on a nos fingerprints ici, et on a mis nos import maps et notre preload dans notre code, lorsqu'on va exécuter notre projet et que nous allons aller dans les DevTools, eh bien, on voit bien que on a ici une import map qui va être remplie automatiquement par le framework à l'exécution avec tous nos modules JS. Et on va retrouver ici aussi plus haut, regardez nos fichiers JS que j'ai tagués. Alors on voit bien qu'il y a les integrity qui sont là, les mêmes hash qui vont être représentés là-haut. Et on a nos liaisons entre les fichiers physiques et les fichiers avec le fingerprinté, si on peut dire ainsi. Ça va? Ouais. 404, ah, bah ça bug. Du coup, que se passe-t-il? En fait, vous naviguez vers une nouvelle page. Alors auparavant, depuis jusqu'à .NET 10, j'allais dire jusqu'à .NET 10, c'était un peu le foutoir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y en avait partout. On retrouvait des anciens trucs qui dataient même d'ASP en fait. Maintenant, en fait, ils ont simplifié la chose. C'est qu'au niveau du routeur, on a un nouvel attribut, tout simplement not found page. Et puis là, vous allez lui dire, voilà, c'est telle page que j'ai personnalisée. Qui va être en charge de s'ouvrir quand votre utilisateur, pour une raison inconnue, arriverait sur une page qui n'existe plus. Alors, c'est très bien aussi, c'est qu'ils ont ajouté au niveau de notre interface Navigation Manager un nofound. Ça veut dire que vous-même, vous allez pouvoir dire dans votre code, à ce moment-là, eh bien, je te redirige vers une page nofound, la page qui est définie au niveau du routeur. Alors attention, auparavant, nous avions en élément enfant de routeur, un nofound. C'est pas compatible. C'est soit on utilise nofound page, soit on utilise la balise nofound avec, disons, l'ancien système. Pas les deux. Vous pouvez utiliser les deux, hein, mais ça va planter. Donc, comme vous voulez. Le on not found, pardon. Alors ça, c'est assez génial, c'est qu'on va pouvoir nous-mêmes s'abonner en fait à cette méthode-là pour nous-mêmes, personnaliser pour une page en particulier, par exemple, ou toutes vos pages, peu importe, on fait ce que vous voulez. Donc comment ça se passe? Regardez ici, on peut dire, bah voilà, Navigation Manager, je m'abonne à mon, par exemple, onFound event. Et ce que je peux faire, c'est que moi, je peux décider, alors voilà comment ça se passerait, et je peux décider que, par exemple, je vais créer en fait une propriété supply parameter from query. En gros, un query qui dirait un ID. Et moi, j'ai dit dans mon code ici, là, bah, s'il est supérieur à 100, je l'envoie vers une page de mon choix. En fait, je vais intercepter ce que va faire Blazor en fait pour générer ces erreurs. Et si c'est pas le cas, bah là, je le renvoie vers ma page de base. D'accord? Donc, en fait, avant son envoi, je peux dire, ça, c'est moi qui gère. Dans cette page-là, je veux pas que le routeur s'occupe de ça. Et je préfère qu'il gère moi-même le système de navigation. Pas mal, non? Ouais, on peut mettre ça aussi dans programme.cs ou un endroit global, alors le on not found sur le Navigation Manager. Alors, on pouvait toujours le mettre dans le programme.cs puisqu'il y avait, tu sais, le app. Quelque chose, et ça a toujours existé, ça datait d'ASP, c'était le quelque chose comme use statut, code page, bidule. Il y avait des choses qui existaient. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on faisait jusqu'à présent, en fait. Ah oui, on travaille toujours de cette manière-là si on veut récupérer de manière générale le not found, quoi. Ouais, en fait, après, gérer les 403, les 404, les 410, tout ça. Et ça se fait depuis le programme.16. Et c'est toujours enfin, ça fonctionne toujours, ce qui est tout à fait logique. On peut le faire de manière globale, quoi. Ouais, tout à fait. Mais donc là, c'est assez bien. Donc, non, franchement, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Ok. Ah, c'est pour moi. Bon, ouais, allez. Interopérabilité JavaScript qui a été améliorée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bidule? Ce bidule, c'est tout simplement avoir maintenant la possibilité en .NET de communiquer avec JavaScript de manière un peu plus efficace. Alors, on pouvait déjà le faire. Moi, personnellement, j'ai jamais été bloqué ou bridé par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'on... Ouais, on s'en parlait ensemble. Hein. On s'est dit, mais on pouvait pas le faire.
Bon sang de Ben oui, c'est bonsoir. ça. Moi, Mais j'avais jamais eu le besoin, mais c'est vrai que ça permet d'aller plus loin. En fait, quand on parle souvent avec des nouveaux développeurs Blazor, une des idées souvent préconçues au départ, c'est de se dire, bah, si je fais du Blazor et que si je fais du .NET ou du C#, bah, a priori, je vais plus jamais devoir faire du JavaScript. Ça peut être vrai, mais il y a quand même pas mal de cas où c'est quand même plus facile d'appeler des méthodes, soit parce que, bah, par exemple, il y a des frameworks JavaScript qui existent, et on n'a pas besoin on n'a pas envie de redévelopper complètement tout le système, on veut juste appeler ou utiliser des systèmes existants, soit on veut être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait côté client, et parfois JavaScript sur certains aspects est quand même parfois plus évident aussi. Et donc, ce qu'on faisait au préalable, ben, c'est la première ligne, non, c'était la quatrième ligne, c'est un invoke async, c'est-à-dire on appelle une méthode depuis C#, on appelle une méthode JavaScript. Et donc, on fait un JS object ou notre JS runtime, .invoke async, et on donne le nom de la méthode JavaScript. Ben, cette méthode, elle est exécutée, et s'il y a une valeur de retour, on récupère le résultat. Jusque depuis le début, depuis Blazor 1, tout ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème sur ça. Maintenant, ce que Microsoft a rajouté en .NET 10, c'est avoir la possibilité de faire ces mêmes opérations d'appel de méthodes et de fonctionnalités JavaScript, mais par exemple de pouvoir appeler le constructeur d'une classe. Puisqu'en JavaScript, on peut maintenant aussi créer des classes. Et donc, au lieu de dire je vais juste appeler une méthode, j'appelle là un constructeur de classe, d'un objet, une classe JavaScript. Par exemple, ici, la classe qui s'appelle speaker. Je peux lui donner des arguments éventuels. Et puis, je peux demander un get value ou un set value pour récupérer ou pour assigner une propriété de cette classe. Et évidemment, j'ai toujours la possibilité d'appeler des méthodes sur des objets maintenant et pas uniquement sur des méthodes statiques définies en JavaScript. Donc, c'est assez pratique. Alors, il faut savoir que cette communication, on la voit ici pour le faire de C# pour appeler des méthodes JavaScript. On peut la faire, ça existait déjà, depuis JavaScript pour appeler éventuellement des méthodes C# aussi. Donc, ça marche dans les deux sens. Ce que Microsoft a rajouté aussi en .NET 10, c'est une nouvelle interface avec derrière forcément un nouvel objet qui aurait été instancié au démarrage de l'application. Jusqu'à présent, on utilisait le EJS Runtime et EJS Object Reference. JS Runtime, donc pour avoir une référence en quelque sorte au runtime JavaScript côté navigateur. Ça marche toujours, ça existe toujours. Mais en plus, maintenant, ils ont rajouté le EJS In-Process Runtime. En fait, EJS Runtime, c'est l'interface standard qui permet d'appeler du JavaScript depuis .NET. Elle fonctionne partout, que ce soit en Blazor Server ou en Blazor WebAssembly. Mais ces appels sont asynchrones parce que Blazor Server, la communication passe par signalaire et même en WebAssembly, on garde le modèle pour une cohérence de données. Bien que le WebAssembly, ça fonctionne dans le navigateur qui, lui, jusqu'à présent, n'est toujours pas multithread, en tout cas pour une grosse partie, et sans devoir utiliser des web workers ou des fonctionnalités supplémentaires. Donc, si vous utilisez Invoke Async, on va être sur le EJS Runtime. Et d'un autre côté, on a maintenant le EJS In-Process Runtime, qui est une extension disponible uniquement en WebAssembly. Elle va permettre des appels synchrones à JavaScript via Invoke. Et pourquoi on fait ça? Parce que dans le WebAssembly, .NET et JS tournent dans le même thread, donc pas besoin d'attendre un aller-retour réseau. Mais attention, l'interface ne marche pas en Blazor Server. Il faut éviter des blocages du thread principal. Et ça va permettre d'augmenter et d'améliorer les performances, puisqu'on va vraiment utiliser le fonctionnement synchrone, dans ce cas-là, disponible en navigateur, dans le thread du navigateur. Et donc, on gagne en performance plutôt que d'utiliser du EJS Runtime lorsqu'on est en mode WebAssembly pur. Et dernier petit point aussi, c'est le bundling JavaScript. Ça va rendre la sortie compatible avec, on avait déjà parlé avec React, avec Vue par exemple, donc tout ce qui est les bundlers JavaScript externes, donc tout ce qui est Webpack, Rollup, Vite par exemple, on va pouvoir maintenant intégrer directement Blazor dans des pipelines front-end classiques et modernes. Ça permet d'une optimisation via des opt-in blending, ça permet des utilisations pour des utilisations hybrides avec React et avec Vue comme on l'avait vu. Précédemment, en fait, on avait déjà la possibilité de créer des web components et des HTML web elements, pardon. Ces composants-là sont des composants standards disponibles dans React. Mais il fallait injecter, en quelque sorte, il fallait faire référence au fichier JavaScript généré par Blazor, au fichier global JavaScript qui faisait le chargement de tous les WebAssembly. Maintenant, on se retrouve avec un fichier utilisable comme un Webpack. Donc, on va se retrouver avec un fichier JavaScript qu'on va pouvoir importer à l'intérieur de React. Et automatiquement, tout le processus de chargement des bibliothèques WebAssembly, de tout ce qui se trouve derrière, va se faire de manière complètement automatique.
Donc, par exemple, ici, si je crée ma page counter avec ma fameuse méthode increment count, j'ai mes 2 enregistrements de web components, des custom elements qui sont là avec simplement un register custom element et je lui donne par rapport à mon élément Blazor, par exemple counter, je lui donne le nom de ma balise HTML Blazor counter. Et bien à partir de là, je vais pouvoir simplement publier mon projet avec un .NET Publish tout à fait classique, et ensuite venir juste faire une référence dans mon fichier package.json qu'on voit ici en dessous. Blazor, je fais une référence là sur mon dossier local, mais ça peut être sur un fichier NPM publié dans NPM.js par exemple, si vous voulez. Et puis, j'ai juste besoin de faire un react.createElements. React.createElements, ça va ici générer mon composant Blazor avec le nom de mon composant. Et donc là, j'ai créé, moi, pour simplifier, un Blazor Component.js en React qui va être appelé, du coup, depuis ma page principale en utilisant la symbolique classique de React, Blazor Component. Je lui donne component égale le nom de mon composant, le Blazor-counter, qui lui va faire un React.createElement de Blazor-counter. Et Blazor-counter, c'est une balise HTML classique qui va donc engendrer derrière la génération de tout mon composant WebAssembly, Blazor WebAssembly, avec tout le fonctionnement classique tout à fait normal. Et donc, si je veux essayer ça, j'ai juste besoin de faire un npm install et puis un npm run build classique, quoi, tout à fait normal pour un développeur React. Et si je veux l'essayer, mon application React qui s'ouvre, quand j'appuie sur la page counter, j'ai mon composant counter Blazor fonctionnant tout à fait normalement. Et si je vais regarder dans le DOM, j'ai simplement les éléments de mon DOM, ici mon petit compteur qui passe de 7 à 8. Et même chose pour la date. La date, j'ai tout mon composant datetime Blazor qui apparaît et qui me fait un rendu HTML, un DOM tout à fait classique, comme si j'avais un composant HTML normal, excepté que le rendu a été généré par Blazor et par le WebAssembly qui se trouve derrière. Entre guillemets, tout simple à faire, à la fois à développer, à compiler, et au moins maintenant, plus d'excuses. Tous les autres développeurs dans toutes les autres technos, ils peuvent utiliser nos composants sans aucun problème aussi. Facile. Et donc, il nous reste maintenant une dernière petite chose, je pense, Christophe. Enfin, quelques peut-être dernières petites choses à devoir regarder avec toi. Ouais, en fait, c'est les persistances d'état. Alors ça, c'est pareil. C'était avec .NET 9, on a déjà vu ce truc-là. Non, .NET 8, pardonnez-moi. On a déjà entendu parler de ça, puisque en automode, rappelez-vous, l'automode, c'est le moyen de dire pour une application en static server rendering, de dire tiens, dans un premier temps, je vais être en serveur, puis je passe automatiquement en mode WebAssembly. Alors, en partant de ce truc-là, il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, le pré-rendu, oui, puisque c'est un terme qui était nouveau. Et là, Blazor est très malin, puisque le pré-rendu, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il envoie tout de suite un état statique de la page, et en second plan, il va ajouter l'interactivité et l'envoyer à nouveau. Donc, effectivement, c'est cool, ça va très, très vite, du coup. Alors, il y a des moments où des gens n'en veulent pas, ou bon, on verra qu'il y a des possibilités. Le constat, c'est que si dans mon onInitialize de ma page, si ici dans l'exemple, je rajoute un render info pour savoir où on se positionne, je ne sais pas si on voit vraiment mon petit pointeur là qui bouge, j'en sais rien. Non. On ne voit pas mon petit pointeur qui bouge, c'est bien dommage. Bon. Alors, on le voit. Moi, ok, j'adore. Et en fait, je peux dessiner aussi si vous voulez. Et je rajoute aussi un random. Et effectivement, quand j'ai un pré-rendu, dans ma console, bien, je vois bien que j'ai eu un rendu statique avec un numéro pour voir qui c'est différent. Et hop, je passe en serveur. Ouais. Du coup, ça, c'est vraiment pénible, enfin embêtant, surtout si on aurait choisi de charger nos données. Alors, pour pallier à ça, première solution, c'est de se dire, je veux pas de pré-rendu et basta, tout va bien, tout va bien. Ça marchera, hein, on est d'accord, on n'a plus de pré-rendu. Mais parfois, le pré-rendu est quand même intéressant pour l'expérience utilisateur, puisque il y en a qui aiment bien voir les placeholders, etc. Moi, je trouve que ça, en fait, assez pas mal. En .NET 9, il fallait en fait orchestrer cette petite mécanique qui, effectivement, visiblement, en première lecture, est assez complexe. C'est ni plus ni moins qu'une variable de cache, un iMemory, en fait, un iMemory cache, puisqu'on va souscrire à un persisting component state subscription. Et en fait, lors de la lecture d'une donnée sur mes users, je veux dire, est-ce que tu as en cache mes données? Si oui, je les récupère, sinon je vais les lire. Voilà, tout simplement. Toute cette mécanique-là, ils l'ont méga ultra super beaucoup simplifié, simplement avec l'attribut persistent state. Basta. Et ça, c'est assez génial, en fait. Ouais. Pardon?
Non, j'ai dit ça, c'est génial. Ah oui, mais tu te rends compte, en fait, on a simplement à dire est-ce que tu es nul? Oui, va lire mes données. Et du Ouais. coup, en deuxième rendu, ouais, c'est bon, quoi, tout va bien, quoi. Donc ça, c'est top. Si on reste dans ce qu'on appelle la persistance d'état, il y a quelque chose qui est similaire, c'est pas pareil, mais similaire, ça va être la persistance de circuit. Alors, en persistance de circuit, là, j'ai bien mis symbolisé par une sorte de coupure, et on va regarder ce qui se passe parce que c'est étroitement lié. Mais en fait, là, dans un mode, un circuit, vous l'aurez compris, c'est Blazor Server, c'est marqué dessus comme sur le port salut. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai ma variable counter que vous connaissez tous, et je vais simplement lancer ici mon application counter, je vais cliquer, donc la valeur est 3, et là je vais chanter en fait avec Blazor Internal Force Close Connection, vous voyez, je coupe moi-même les circuits, puis pouf, il passe à 0. Sauf que si j'ajoute ce qu'on vient de voir, le persistent state, au niveau de Blazor Server, eh bien l'effet va être tout aussi intéressant, puisque je vais couper mes circuits, je vais aller sur ma page counter, je vais couper mes circuits via Spire, via la petite commande interne de Blazor. Regardez, je passe à 5, et là je lui dis, je coupe mes serveurs, paf, paf. On voit bien qu'il y a une déconnexion, mais il a gardé la persistance de mes données grâce à cet attribut. Donc déjà, ça, c'est génial. Ça veut dire que vous pourrez décider que ces données-là, s'il y a une coupure, eh bien en fait, non, je veux conserver. Donc vous, développeurs, vous pourrez garder un état d'une propriété de votre choix. Je pense que l'idée n'est pas de garder tout l'état de la mémoire de tout, mais de garder un ID d'utilisateur, un paramètre d'authentification, des choses comme ça pour pouvoir se retrouver et retomber sur ses pattes après, quoi. Ouais. Un Sinon, ça prend modèle trop de place sur la d'un mémoire. formulaire. Ouais. L'air de rien, un formulaire, ça peut être intéressant aussi de garder tout à ces fait. données, quoi. En parlant de connexion de serveurs, vous le savez, en fait, la persistance des circuits, ça peut être quelque chose d'intéressant quand on a des coupures de réseau. Alors, à quel moment, en fait, on va avoir des coupures de réseau, de circuits, de réseau, directement? C'est quand votre utilisateur, il va laisser l'onglet ouvert et il va faire autre chose parce que la vie dans un bureau, ça va changer. Ou je vais abaisser, par exemple, mon navigateur. Du coup, au bout d'un moment, 1 heure après, je reviens, mon application, elle a été coupée, quoi. Les circuits sont par défaut coupés après. Je crois que par défaut, c'est 3 minutes à vérifier, mais il y a quelques minutes où on peut décider que les circuits signalaires soient coupés. Alors, d'abord, on va regarder comment ça se passe avec ici en .NET 9. En .NET 9, j'ai mon application normale. Et si je vais sur une application de .NET 10, je vais rajouter, regardez ici, pause circuit et résume circuit, dans le cas où je vois que mon application, elle a changé de visibility. Le visibility change existe au niveau du JS. Et là, je vais dire, tiens, si tu n'es plus visible, je te mets en pause. Et dès que je te revois à nouveau, je te libère. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici 2 applications, une Blazor.NET 9 et une Blazor.NET 10. En .NET 9, voilà, j'ai les deux. On va utiliser ce que tu nous as montré tout à l'heure, Denis, c'est-à-dire au niveau des métriques, on va aller regarder ce qui se passe à .NET 9 au niveau de ces circuits WebSocket. Évidemment, à droite, tu l'as montré tout à l'heure, j'ai un onglet .NET 9, je l'abaisse, j'ai toujours mon circuit qui est toujours présent. Je le duplique, on l'aura compris, il y a deux applications qui tournent, j'ai 2 circuits. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Exactement. Et donc ça, on est en .NET 9, je le précise. En fait, maintenant, si je coupe une application, évidemment, après quelques secondes, qu'il y a quelques secondes de délai, voilà, effectivement, je repasse à un circuit de mon WebSocket. Maintenant, si je vais en .NET 10, alors je vais aller maintenant sur mon matrix de .NET 10, je vais l'effacer parce qu'il tourne en arrière-plan pour que nous comprenions mieux ce qui se passe. Maintenant, voilà. Alors, là, j'ai un circuit, forcément, j'ai un onglet, une application. Alors maintenant, si je vais dupliquer mon onglet, j'aurai forcément 2 circuits. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Alors on va attendre un petit peu. Et là, j'ai 2 circuits. Enfin, je reviens un petit peu en arrière, attendez. Pour qu'on comprenne mieux, si je peux regarder ici. Je vais mettre en pause. N'oubliez pas que j'ai dit, si ma visibilité de mon application a changé, tu vas mettre en pause mes circuits. Et dès que tu revois mon application visible à l'écran, eh bien là, tu vas résumer, tu vas restaurer les circuits. Et ça, c'est grâce au petit code JavaScript que tu as fait. Hein. Exactement, que j'ai ajouté. J'ai ajouté 4 lignes. Donc là, regardez bien ce qui se passe. Je suis en application .NET 10, j'ai un circuit. Je vais dupliquer maintenant mon application .NET 10
j'ai qu'une application qui est à l'écran. J'ai toujours qu'un circuit. Il y a 2 applications. Hop. Et là, quand je la duplique, forcément, il y en a 2 à l'écran simultanément. J'ai 2 circuits à gauche. Vous voyez la nuance, hein, elle est vraiment importante à comprendre. Donc là, j'ai 2 applications. J'ai plus qu'un circuit. Voilà, on voit bien que le métrique à gauche, il prend un peu de temps, mais j'ai qu'un circuit ouvert pour 2 applications. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Je l'ai coupé. Je l'abaisse dans ma barre de tâches. J'ai plus d'application visible .NET 10 à l'écran. Je passe à 0. D'accord ? Et là, je remets mon application en plein écran. Et là, eh bien, je retrouve mon circuit. Et ça, c'est assez génial, en fait. On Il faut le gagne combiner pas en mémoire. Il faut le combiner au persistent state aussi pour pouvoir récupérer les paramètres Ouais, d'utilisateur. tout ça, c'est lié. Alors, on gagne pas en mémoire, mais en fait, on va libérer de la charge serveur, en fait, avec de la charge réseau, pardon, pas serveur, avec ces WebSockets-là. Et ça, c'est génial, en fait. On a 4 lignes, mais tu as tout à fait raison, Denis, c'est que là, si je coupe mon circuit, bien sûr, à moi de décider et à mettre ma mécanique avec les persistent state au niveau des propriétés que j'ai souhaitées, quoi. Évidemment. Si on en a besoin, évidemment, parce que c'est peut-être pas toujours le cas, ça dépend des applications, que ce soit des applications fonctionnelles avec des utilisateurs, des choses comme ça, ou pas, mais ouais, effectivement, il faut pouvoir, faut réfléchir à ça. Mais c'est vraiment chouette, en fait, ce petit truc-là. Et du coup, là, on voit bien que les métriques, elles sont super utiles pour comprendre le système. Ouais. Il y a eu une amélioration dans .NET 10, une dernière petite chose qu'on a relevée, c'était au niveau des edit forms. En fait, on était incapable dans un formulaire avec un objet qui embarquait un autre objet, typiquement cet objet à droite qui est l'objet account, qui avait une liste d'items qui est un objet en dessous, ma classe item. On était incapable en fait de faire la validation d'objets imbriqués. Maintenant, on sait le faire. Du coup, .NET Blazor et .NET 10 savent le faire. Il faut rajouter, comme vous le voyez ici, le validatable type au niveau de notre projet principal. Mais tout de même, on va devoir ajouter build services add validation pour pouvoir faire ça. Puis du coup, ça marche directement. En fait, avant, on ne savait pas le faire. En fait, c'est un peu dommage. Ouais. Mais c'est une amélioration qu'on a dit. Là, c'est important de la mettre parce que des formulaires, ça, sur des cas particuliers quand même, non. Moi, perso, j'ai jamais rencontré ce genre de problème, mais bon. Oui, mais enfin, oui. Après, c'est parce que tu n'as pas d'application. Voilà, probablement, ouais. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de tout ce qu'on vient de vous présenter. Il y a pas mal de nouveautés. Au départ, quand on avait commencé un peu ce travail-là avec Christophe, on se dit, est-ce qu'on va parler de Blazor, des nouveautés, où est-ce qu'on va aller ? Christophe, je te remercie parce que tu as fait un énorme travail d'aller regarder toutes les release notes depuis les premières previews, release candidate, etc., puisque c'est là qu'on retrouve un peu toutes les évolutions de tout ce qui arrive et tout ce qui est nouveau. Et donc ça fait un bon résumé, je pense, de tout ce qu'on a vu, que ce soit en termes d'évolution sur les scripts, la manière dont les ressources scripts sont mises en avant, le navlink, le navigation tool, les pages 404, les preloading, le diagnostic intéressant aussi, ouais, les interopérabilités, et ce qu'on vient de voir maintenant, tout ce qui est persistance d'état et des circuits, et le petit détail sur les edit forms. Donc il y a, mine de rien, il y a pas mal de choses qui sont apparues avec cette nouvelle version .NET 10. Il faut rappeler, c'est une version LTS, Long Term Support. Donc, si vous avez envie de migrer vos applications et vos développements, c'est le moment, puisque c'est une version qui est supportée par Microsoft pendant, je ne sais plus, au moins 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. 2 ans. 2 ans, voilà. Ça sera un support, bien que les versions intermédiaires ont augmenté, Microsoft a augmenté le support, mais les versions LTS, c'est quand même souvent ce qu'on utilise pour pouvoir travailler complètement. Qui c'est qui tape au clavier comme ça? C'est moi, je regardais pour être sûr de ne pas dire de bêtises avec les 2 ans. C'est bien 2 ans. Et pour les STS, c'est 18 mois. Ben voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Je savais que le temps était un peu réduit entre les deux, mais bon, en LTS, souvent les entreprises, elles attendent souvent de passer à .NET 10, donc c'est toutes les versions paires. Donc là, c'était la précédente, c'était la 8 évidemment. Donc voilà, donc c'est le moment de passer à .NET 10, il y a des nouveautés. J'ai juste une question, messieurs, par rapport à tout ça. C'est quoi finalement votre fonctionnalité .NET 10 qui vous plaît le plus? Christophe? Persistent state et les circuits résume et reconnect, clairement, sans aucune... voilà. Ouais. Moi, je suis plus sur les Blazor scripts, les ressources statiques, c'est-à-dire cet ajout de hashtag, de code, de hashcode placé en fin de fichier, dans le fichier, et pas avec paramètres et autres.
Et la raison, elle est assez simple, entre guillemets, c'est que je suis en train de travailler, moi, en interne chez Microsoft, sur un projet où on travaille avec des bibliothèques développées en Blazor WebAssembly. Et préalablement, j'avais dû faire un petit développement pour optimiser cet aspect-là. Donc, devoir rajouter moi-même des hashcodes et tout, parce qu'on ne savait jamais quand la version allait changer, quand le code allait changer et que ça allait être un nouveau fichier. Et ben là, je peux bazarder toute cette partie de code-là, puisque tout ça est fait en standard, avec du coup des hashcodes qui sont plus petits que ceux que moi j'avais fait, plus optimisés et plus rapides, puisqu'ils sont faits au niveau du .NET Publish, alors que moi j'avais un script en plus à faire. Bref, je vous raconte ma vie, mais voilà. Voilà bien. pourquoi. Et qu'est-ce que vous attendez de la version suivante, ou en tout cas une vision des trucs qui vous intéresseraient de voir potentiellement si, imaginons, Dan Ross vient sur notre présentation, quelle est la fonctionnalité que vous aimeriez voir pour la suite? Ça, c'est une bonne question, ça. Et on te remercie d'avoir posé d'ailleurs. Non, mais je pense qu'il faut souligner ça. Comme disait d'ailleurs le grand artiste. Je te laisse réfléchir, parce que moi, j'ai déjà mon idée. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit Blazor Fluent UI qui soit utilisé comme framework graphique par défaut pour pouvoir faire les exemples. Je me demande bien pourquoi. Voilà. Ça deviendra peut-être un jour, hein, pourquoi pas. C'est pas plus compliqué pour expliquer aux utilisateurs. Et en plus de ça, ça respecte tout le standard des frameworks visuels de Microsoft. Donc, voilà. Sur ce que là, c'est bon. Et toi, Christophe? Non, j'ai rien de bon. Non, là, tout va, ça suit. En fait, vous couperez, hein, mais c'est de corriger. Il y a des bugs. Hein. Enfin, non, mais clairement, il y a des trucs. Et en soi, c'est ça qui est bien aussi, c'est que depuis qu'ils ont mis .NET Core en open source, c'est que si jamais il y a des problèmes, c'est plus facile à remonter les issues avec GitHub et de commencer à pouvoir discuter avec les équipes de développement. Alors qu'avant, quand on regarde un petit peu avec le passé, .NET Framework, ça prenait beaucoup de temps pour arriver à déjà joindre l'équipe pour leur dire, écoutez les gars, il y a quelque chose qui potentiellement ne pourrait pas aller. Ici, il y a quand même beaucoup plus d'écoute sur la communauté avec la partie intégration GitHub, et ça permet vraiment de pouvoir être écouté en tout cas. Ouais. Et en fait, c'est assez balèze parce que le planning, c'est tellement court. Je sais pas si vous vous rendez compte, 12 mois, 11 mois, puisque le dernier mois, c'est plus que du RC et puis on touche plus trop au truc, on va le compiler, quoi. Donc, sur 11 mois de boulot, à chaque fois sortir tous les ans cette cadence de nouvelles versions. Moi, je trouve ça chaud, en fait, hein, vraiment. Hein. Et tout ce qui est développé là. Après, c'est aussi un travail maintenant qui est génial. Tu le disais au début, c'est communautaire. Je veux dire, moi, demain, j'ai envie de dire, tiens, je vais faire un diagnostic simple pour les gens simples comme moi, parce que là, c'est tellement évolué, les diagnostics. Eh ben, je peux le faire, je peux le proposer, et ça, c'est cool, quoi. Il y a beaucoup, quand vous voyez la version, il y a plein de non-Microsofties qui ont contribué à ça, quoi. C'est fou. Ça, il y a plein de choses, et ça devient, je trouve, de plus en plus, j'ai envie de dire, professionnel, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire, avant, on pouvait créer déjà depuis toujours des applications professionnelles avec Blazor, évidemment, mais maintenant, on se rend compte qu'ils arrivent vraiment à la finition, aux petits détails, notamment de ça, de rajouter des télémétries, de rajouter des paramètres, de s'interconnecter avec d'autres langages. Mine de rien, c'est quand même une chose intéressante par rapport à d'autres, quoi. Si on prend d'autres langages en React, va dire en React, je vais moi utiliser un composant en Blazor, un composant développé par un créateur, un développeur React. Ça se fait pas aussi facilement, quoi. Alors qu'ici, Microsoft ouvre ça de plus en plus vers le monde extérieur et vers les autres technos. Et ça, je trouve ça pas mal. L'air de rien, au fur et à mesure, au DFD, c'est pas la première année, ça fait quoi, 3-4 ans qu'il y a une session Blazor qu'on anime. Ouais. Cette année, il y avait du monde. En fait, franchement, on l'a vu. Vraiment, c'est que ça attire. Et après, oui, alors mais je préfère React, je préfère Angular, je préfère. Blazor, c'est typiquement fait pour le développeur C#, c'est pas fait pour un autre développeur. Donc, c'est sûr que ça va jamais atteindre le nombre d'applications en React, quoi. En soi, aujourd'hui, si tu reprends la stratégie que Microsoft met en place, la stratégie de .NET, c'est pas de forcément être le langage le plus performant, le plus rapide, celui qui convient pour un cas en particulier. C'est plutôt un langage qui permet d'attaquer un maximum de targets. On peut passer à la partie Blazor, mais on peut aussi penser à tout ce qui est mobile development, on peut penser aussi à tout ce qui est gaming, tout ce qui est serveur. C'est un langage qui permet de couvrir beaucoup de domaines d'activité, et donc la connaissance du .NET te permet de pouvoir attaquer plein de fonctionnalités et plein de targets différents dans ton écosystème, et de garder un écosystème simple. Ouais, tout à fait. Ouais, tes compétences, tu les utilises partout, en fait. Tes compétences C#, .NET, tu les utilises partout.
Exactement. Les gars, moi je vais vous proposer, c'est peut-être de s'arrêter là parce qu'on est en train de beaucoup parler, mais je propose que pour ceux qui habitent en France, qui sont du côté du Grand Ouest, si je ne m'abuse, nous rejoignent le mardi 2 décembre 2025 à la Rebuild de Nantes, Oui. où vous tiendrez tous les deux une session sur Blazor et .NET 10. Et dans cette session-là, ils pourront venir vous challenger, vous poser quelques questions en plus, et éventuellement même aller plus loin, c'est peut-être de faire du after et de commencer à débriefer de ce que eux voient dans Blazor. Denis, toi, tu vas aussi présenter une autre session sur GitHub Copilot avec VS Code, donc une session que Ouais. je vais présenter avec toi. toi. Exact. Et je viendrai, moi, c'est à parler de MCP, pardon, pas de Microsoft, de MCP, pour débuter du MCP jusqu'à le mettre en production dans des workflows. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la Rebuild de Nantes qui aura lieu à Nantes. Facile, simple, D'ailleurs, efficace, le 2 décembre. C'est une journée, vous pourrez nous voir. journée. On pourra se toute rencontrer, l'équipe de discuter. DevApps, elle va à la rebuild. Je sais pas si vous imaginez, quoi. C'est dingue. Effectivement. Ok, Et donc voilà. parfait. Eh ben, je propose de clôturer peut-être ce podcast à ce moment-ci et on se retrouve parfait. d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode. On va essayer d'aller piocher dans les bons speakers du DVD pour pouvoir obtenir des sujets intéressants et qu'on va pouvoir récupérer par après. Merci beaucoup en tout cas à tous, à tous les deux. Merci à toi. À bientôt. Merci. À très bientôt et n'hésitez pas à nous suivre sur Tipeee avec tipeee.ms/devaps pour nous aider à maintenir cette chaîne à flot. Donnez-moi de l'argent pour supporter le site web. Voilà. Ça coûte. Surtout pour le site web. Surtout pour le site web. N'hésitez pas non plus à nous follow sur YouTube et venez rejoignez-nous sur notre communauté Slack. Tout se trouve sur devaps.ms. Et je vous dis à la prochaine, messieurs. Salut. Ciao, Salut. ciao.